Nous sommes donc avec Issam Mamlouk, Hydrolift. Merci d'être avec nous. On va parler société norvégienne implantée spécifiquement à Paris, notamment pour ces Jeux olympiques et paralympiques. On va l'expliquer dans un instant. À vos côtés, Lucas Vensilber, merci d'être avec nous, conseiller affaires publiques pour Toyota France. Gavin O'Rein, merci d'être avec nous également. Vous êtes exécutif directeur de chez Ecosem Global. On en parlait à l'instant avec Lionel, le béton bas carbone qui ont notamment servi à créer construire un certain nombre d'infrastructures pour les JO. Et puis, juste à côté de moi, Marius Amelot, merci d'être avec nous. Vous êtes cofondateur de Le Pavé. Vous êtes venu avec des échantillons et vous allez nous expliquer de quoi il retourne dans un petit instant. Peut-être d'abord un premier tour de table avant de rentrer dans la technique de chacune de vos innovations. J'avais envie de savoir, peut-être pour démarrer très rapidement, depuis combien de temps vous êtes respectivement dans vos entreprises. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a des entreprises de toute taille justement autour de cette table. Depuis combien de temps vous êtes passé en mode Jeux Olympiques, vous êtes passé en mode JOP, et qu'est-ce qui vous a poussé peut-être à miser sur cet événement, à vous dire, allez, on y va. Allez, Issam, on commence avec vous. Je pense qu'il faut pousser le bouton si ce n'est pas le cas. Alors, j'ai rejoint Ike Hydrolift il y a 2 mois. Donc, ce qui m'a poussé à rejoindre Ike Hydrolift, c'est le challenge pour les JO. Donc, c'était un des critères qui m'a poussé à choisir cette entreprise. Et je pense que c'est un assez beau challenge et c'est une réussite énorme si on arrive à atteindre. Marius Amelot. Alors nous, c'est donc le pavé a été créé en 2018 et les premiers échanges sur le projet sur lequel on a travaillé pour les JO a été en 2019. Donc c'est très tôt et ça fait longtemps, quasiment en fait concomitamment avec la création de la société, qu'on s'est mis en phase. Oui, l'histoire de votre entreprise est hyper liée finalement au développement de ces Jeux Olympiques sur le territoire. Exactement, et c'était un peu une boussole pour nous. Gavin. Un peu pareil que Marius, en fait, sur les secteurs de construction, ça commence très très tôt, ce qui fait que parfois, quand on arrive à terme, et avant même que les JO commencent, on perd un peu d'excitation. Mais effectivement, ça fait 4-5 ans qu'on est dessus et on a des très beaux projets qui arrivent, donc on est encore au pic de l'excitation. Bonne nouvelle. Lucas Vensilber. Oui, pour ma part, je suis chez Toyota depuis bientôt 5 ans et Toyota est partenaire des Jeux, donc partenaire mobilité. Oui. Donc pour l'exclusivité de la mobilité de la famille olympique pendant ces événements, depuis donc 2018 avec les JO d'hiver en Chine, et puis l'édition évidemment malheureuse en 2020. Et oui. On n'aime pas trop parler, mais on espère que ça se passera bien mieux pour Paris. Mais justement, qu'est-ce que les Jeux Olympiques, l'image des JOP finalement apporte à une entreprise, une très grande entreprise internationale comme la vôtre? Alors, l'idée initiale, c'était de faire des JOP une vitrine des savoir-faire de Toyota. Paris en particulier, c'était vraiment de faire un zoom sur notre savoir-faire hydrogène. Le Japon étant une île, le Japon compte beaucoup sur l'hydrogène pour se développer, surtout après l'accident de Fukushima. Et depuis presque 5 ans maintenant, il y a une société qui s'appelle iCetco, qui est un consortium duquel fait partie Toyota, avec des industriels français tels que Air Liquide, et Total Energy, et nous avons, je crois, déjà fait la démonstration que 600 maintenant véhicules hydrogène, donc la Mirai, qui veut dire futur en japonais, roulent déjà dans la région Île-de-France, et les JO vont être un formidable accélérateur de la société de l'hydrogène, donc les Mirai tout d'abord, mais aussi 10 autres applications hydrogène. Je ne sais pas si j'ai le temps ici de développer, mais il y aura de tout type de mobilité pour les Jeux. On y reviendra effectivement sur ces sujets de mobilité. Alors, puisqu'on est sur le sujet de la mobilité, Issam Mamlouk, Hydrolift, peut-être vous pouvez un petit peu nous expliquer également ce que vous allez mettre en place justement pour ces JOP. Tout à fait. Donc, la société Ike Hydrolift, elle propose une solution de mobilité innovante. Donc, quand on parle généralement de la mobilité, on a tendance à penser à la mobilité terrestre, mais ce que propose Ike, c'est une mobilité fluviale, donc exploiter des routes qui existent déjà à travers des navettes électriques et autonomes qui vont transporter des personnes, que ce soit qui soient intégrées dans le transport public ou pour du tourisme.
Et ce qui est assez innovant avec AIC, c'est qu'on propose tout l'écosystème qui va avec. Donc on ne propose pas que les navettes, mais on propose toute la partie supervision qui va avec. On propose aussi l'infrastructure qui va permettre d'embarquer et de débarquer des gens et qui va recharger ces navettes fluviales. Donc, vous n'avez pas besoin de construire une infrastructure pour les accueillir. Vous avez juste besoin de prendre cette infrastructure qui est modulable et vous le mettez là où il faut et ça va très bien marcher. Comment ça va se traduire très concrètement, justement, pendant toute la période des JOP ? Alors, pendant toute la période des JOP, on sera dans le département de l'Essonne. Donc, on servira trois villes, donc Juvisy, Ris-Orangis et Soisy. En partenariat avec notre partenaire et opérateur Rivercat. Et donc, on sera présent sur ce transport sur ces trois villes pendant les 47 jours, donc les Jeux Olympiques et les Paralympiques juste après. Et vous prévoyez quoi comme objectif, justement, en matière de grande masse de personnes transportées, justement ? Alors, il n'y a pas de prévision. Pour le moment, on n'a pas de test. C'est un test grandeur nature. Ah ouais. Ce qu'il faut savoir, c'est que les navettes, ils transportent jusqu'à 70 personnes. Et c'est un challenge pour nous. Donc, il n'y a pas de prévision pour le moment et on travaille dessus. Ouais, l'idée, c'est de tester, essayer de faire une preuve de concept, entre guillemets. Ce qui peut être intéressant, justement, c'est, alors, on vous souhaite bien sûr beaucoup de réussite, si ça fonctionne, entre guillemets, comment est-ce que vous vous projetez finalement aussi après avec le territoire francilien ? Est-ce que vous dites, on est venu exprès, donc société norvégienne, je le rappelle, on s'est implanté spécialement, j'allais dire, pour cet événement sur le territoire francilien. Si ça fonctionne, qu'est-ce que vous faites ? Vous restez, vous développez, j'imagine ? Alors, on a déjà pris cette décision de rester. Donc, on s'est implanté dans la région parisienne. Donc, je suis le premier employé salarié de AIC en France. Et notre objectif, c'est de se déployer et développer notre notoriété ici en France avant que ça s'exporte à l'international. On pense que la région, c'est une vitrine extraordinaire pour exposer cette technologie. Et une petite anecdote, c'est le fait juste d'être choisi pour les JO, ça nous a débloqué des marchés aussi en France. Donc c'était juste la communication dessus, ça nous a fait une pub qui nous a permis d'avoir des appels un peu partout. Vous étiez le premier, vous êtes combien désormais de salariés Je suis toujours le premier. Mais vous êtes amené à être un peu plus, vous n'allez pas faire tout seul. Oui, tout à fait. L'objectif, c'est... Rassurez-nous. L'objectif, c'est on s'installe dans un pays, c'est de se développer. Et du coup, il faudra recruter, il faudra monter en compétences et tout. Mais ce qui est aussi intéressant et ce qui a été souligné dans toutes les interventions et tous les débats, c'est que la région, elle permet de faire ça, elle permet de se développer à travers les différents leviers qu'on a cités. Je ne vais pas revenir dessus. Bon, effectivement, beaucoup d'ambition. En tout cas, c'est bien sûr ce qu'on retiendra. Alors, Gavin O'Ryan, même question sur ce sujet du béton bas carbone. Alors, vous, les JOP, ce n'est pas votre premier coup d'essai, si je puis dire, sur la région francilienne, mais c'est en tout cas un vrai accélérateur. Est-ce que vous pouvez peut-être nous expliquer précisément, j'allais dire, alors un peu techniquement, même si on ne va pas rentrer dans des sujets de génie civil ce soir, mais ce que vous faites très précisément, la plus-value que vous apportez aujourd'hui, et ce que vous allez finalement, vous êtes en train de continuer de développer dans le cadre de ces JOP. Alors, je redoutais un peu cette question, parce que je me suis Désolé. dit, j'allais pas rentrer dans le technique, parce qu'il va être tard, il y a le cocktail dans pas longtemps. Mais de manière c'est la condition sine qua non pour aller au cocktail, c'est de comprendre ce que vous faites. Donc, Très bien, je vais essayer d'être clair. Donc, nous, on s'occupe de décarboniser le modèle constructif actuel. Et quand on regarde dans le détail, encore une fois, je vais essayer de le faire plus simple. J'espère que tout le monde me suivra. Pour faire du béton, on a besoin de plusieurs ingrédients. Il faut du ciment, donc c'est un peu un liant qui colle les choses ensemble. On met de l'eau, on met des pierres, on met du sable, on attend 1 heure et ça nous fait un joli mur et un joli bloc. Quand on regarde cette poudre qui s'appelle le ciment, qui est traditionnellement fait avec du clinker, elle représente en termes de masse 10-12% du béton. Sauf que si on regarde l'empreinte carbone du béton, elle représente 90%. Donc à partir de ce constat, on va dire très simplifié, nous, notre raison d'être, c'est de remplacer le clinker par des matières premières alternatives. Et c'est ce qu'on a fait avec les Jeux Olympiques, c'est ce qu'on fait aussi avec le Grand Paris Express.
Donc en fait, nous, on est implanté à Fos-sur-Mer au sud depuis 2009, mais à Dunkerque depuis 2017. Et depuis qu'on est à Dunkerque, on se rapproche beaucoup plus de Paris. Et on n'a pas perdu d'appel d'offres aujourd'hui sur des grands projets publics au sein de Paris. Pas encore. Et donc, tout ça pour dire qu'une des raisons, c'est pas parce qu'on est génial, c'est qu'on arrive à un moment très précis dans ce que les gens veulent faire. Et aujourd'hui, je crois qu'on en a parlé beaucoup pendant ces sessions, c'est que l'attractivité des solutions bas carbone, je pense que Marius est aussi en plein dedans, est arrivé à son pic. Et quand on fait ces démarches-là, on attire des gens, on attire des investissements. Et donc, c'est là où c'est du win-win pour tout le monde. Mais c'est vrai que quand on voit, je reviens au début de ces assises, l'attractivité de la région, notamment sur ces questions environnementales, qui est un vrai marqueur effectivement aujourd'hui de l'attractivité économique du territoire, vous dites quand même que vous avez frappé à la bonne porte et que vous avez presque intérêt à franchir le cap là. On va devenir meilleurs amis très prochainement, ce n'est pas déjà le cas. Mais effectivement, il y a énormément de projets sur lesquels on peut aider et on peut vous permettre d'être une forte vitrine. Et justement, pour le projet des Jeux Olympiques, le béton qui a été coulé sur Universen, qui est le gros lot du village des athlètes, est le béton le plus bas carbone d'Europe. Et ça, je pense que c'est une immense fierté pour énormément de gens, dont nous et le comité olympique et la ville de Paris. Et ça se fait si on met toutes les bonnes personnes, tous les bons interlocuteurs sur la même table et qu'on cherche des solutions concrètes. Bon, pour revenir quand même à votre croissance, est-ce que vous permettent les JOP, ça donne quoi en termes d'enjeux d'activité? On passe de combien à combien de salariés, de combien à combien de chiffre d'affaires, par exemple, avec cet accélérateur des JOP? Alors, je n'ai pas les chiffres en tête, mais il y a un élément assez symbolique, c'est qu'on ouvre notre 4e site de recherche et développement au sud de Paris, à Chilly-Mazarin, et qui est 5 fois plus grand que celui qu'on avait ouvert il y a 3 ans à Champlan, donc pas très loin. Donc ça montre qu'une fois qu'on a des projets de technologie, et il y en a énormément d'entreprises qui en ont, et qu'on réussit à faire une démonstration qui est visuelle, sur laquelle on peut communiquer et qui tient la route, nous, on a multiplié nos investissements en dimension par 3 en l'espace de 3 ans. Donc c'est un super tremplin et on espère vous apporter encore plus de solutions dans le futur. Bon, effectivement, et ce label Jeux Olympiques de Paris 2024 et Paralympiques, c'est un sésame, c'est une porte d'entrée qui vous permet d'accélérer? Absolument. Alors, on va parler de ça quand même. Un autre accélérateur, en l'occurrence, Marius Amelot, fondateur de Le Pavé. J'ai envie de démarrer tout simplement, mais qu'est-ce que vous faites avec ça dans le cadre des Jeux Olympiques et Paralympiques Paris 2024 ? Parce que ça aussi, c'est de l'innovation. Oui, donc Le Pavé, c'est une start-up industrielle qui est spécialisée dans la transformation de déchets plastiques en plaques pour le secteur du bâtiment et du second œuvre. Donc ce que vous voyez ici, c'est des panneaux qui ont été fabriqués à Aubervilliers, qui sont transformés par un procédé de thermocompression breveté sur lequel on a bossé depuis 5 ans. Et en fait, ces panneaux, ils ont une particularité, c'est qu'ils se découpent avec les mêmes outils que le bois et ils se forment comme du plastique. Et donc, il y a 5 ans, on réalisait des tout petits panneaux dans un laboratoire de R&D en utilisant des fours à pizza. Et on a reçu un appel de Bouygues nous disant « Tiens, avec vos panneaux, est-ce qu'on ne pourrait pas faire les sièges de la prochaine piscine olympique ?» Et donc, on venait de créer l'entreprise. On était vraiment dans une dynamique de start-up, avec un horizon assez long de 6 mois. C'est ça. Et on nous a tout de suite projeté en 2024. Et ça a été super intéressant. Et ce que je disais tout à l'heure, c'est devenu en fait une boussole. Et de se dire que, en tant qu'entreprise, on ne réfléchit plus à 3 mois ou 6 mois dans un modèle de start-up de croissance rapide, mais en fait, on essaie d'être au rendez-vous en 2024. Et donc, aujourd'hui, Le Pavé, c'est 2 usines, dont une qui est basée à Aubervilliers. Vous posiez la question tout à l'heure. En 3 ans, on est passé de 5 à 32 employés, avec des personnes en insertion. Aujourd'hui, on tourne en 3-8. On a finalisé la production de l'ensemble des sièges pour la piscine olympique. Combien de sièges, la piscine olympique? 11 000 sièges. 11 000 sièges. Donc on passe du four à pizza à 11 000 sièges en l'espace de 6 mois. C'est ça, pour l'idée. Un peu plus de 6 mois, donc ça a été énormément de travail pour nous. Mais c'est l'influence des JO, elle a été énorme. Et en fait, donc, ça nous a permis de nous projeter et aussi d'engager nos partenaires autour de nos ambitions qui sont en fait de développer des matériaux de demain, des matériaux qui vont profiter des ressources existantes et participer à décarboner le secteur du bâtiment. Mais quand on a eu une croissance et une création et une histoire autant liée finalement aux Jeux Olympiques, qu'est-ce que j'imagine vous posez forcément la question, qu'est-ce qu'on va faire après une fois que les Jeux Olympiques et Paralympiques seront terminés dans le courant du mois de septembre 2024? Qu'est-ce qui va se passer pour vous et comment vous envisagez la suite grâce à ça? Alors les 11 000 sièges, on les a produits avec l'usine de Aubervilliers.
Donc ça a été un challenge, c'était notre première usine, c'est une usine pilote qui n'était pas dimensionnée pour sortir autant de sièges. Ouais. On a réussi. Donc les sièges sont livrés et la bonne nouvelle aujourd'hui, c'est que en fait, la croissance, elle ne dépend pas uniquement des JO, mais ça a été un énorme tremplin pour nous, un label qui a permis aussi d'engager d'autres clients. Aujourd'hui, le pavé, c'est pas qu'un seul projet ou deux projets, c'est le port de la Chapelle ou de la piscine olympique, c'est 1500 clients qui ont été livrés. On double notre chiffre d'affaires chaque année. On prévoit l'ouverture de 4 nouvelles usines dans les 2 prochaines années et on est distribué par des majors du bâtiment. On a un projet avec Eiffage, avec le ministère des Armées. On est distribué par Maison du Monde partout en France. On est distribué par la plateforme du bâtiment également partout en France. Donc pour nous, la bonne nouvelle, c'est que finalement, ça n'a pas été un pétard mouillé, ça a juste été un énorme tremplin pour nous. Et une grosse motivation pour l'ensemble de nos partenaires. Capable d'apporter une preuve de concept et de démontrer une capacité à produire et produire à grande échelle aussi. Ça rassure, j'imagine, des grands donneurs d'ordre. Ouais, et en fait, pour nous, ce projet des 11 000 sièges, c'est vraiment un manifeste de ce qu'on souhaiterait apporter à l'échelle nationale et internationale, dans le sens où on a essayé de raconter une histoire qui est une histoire de circulaire, locale, mais industrielle. Et quand on nous a contacté il y a 4 ans maintenant, on nous a demandé donc est-ce que c'est possible de faire des sièges avec ces plaques. On ne savait pas. Assez rapidement, on a vu qu'il y avait un vrai potentiel. Et ce qu'on a décidé, c'est d'aller beaucoup plus loin et de profiter en fait de ces éléments iconiques de 2 ouvrages olympiques majeurs pour en fait engager la population locale autour de ces projets qui vont rayonner en fait à l'échelle internationale. Et ce qu'on a proposé, c'était de mettre en place une collecte locale participative sur le territoire pour donner la possibilité aux Franciliens de ramener des bouchons. Et donc finalement, on a récolté 5 millions de bouchons. On avait un objectif de 10 millions, mais on a réussi à s'en sortir avec 5 millions de bouchons qui ont été triés par couleur. Et c'est ce tri par couleur qui donne la couleur des sièges de la prochaine piscine olympique. Donc ça, c'est un engagement qui est ultra fort. On ne fait pas que décarboner, on sensibilise et on attache la population locale autour des ouvrages qui vont rester dans le temps et pas uniquement pour les JO. Qui a trié les couleurs, les bouchons par couleur? C'est un sacré travail quand même. Ouais, ça a été un gros challenge. On était censé les faire trier par une machine de tri optique qui est tombée en panne. D'accord. Donc c'est vous avec votre propre tri optique, c'est ça? Exactement. Non, on a travaillé donc avec partenaires locaux à Aubervilliers, une ESAT, avec qui on a mis en place des dispositifs de tri et donc ça a fonctionné. Et donc finalement, c'est 5 millions de bouchons qui ont été récoltés en Ile-de-France. C'est 1000 enfants qui ont été sensibilisés aussi parce qu'en fait, on a demandé à une association de faire de la pédagogie. Et voilà. Et finalement, donc, sur ces 11 000 sièges, c'est 100 tonnes de plastique qui ont été recyclés. Et en plus de ces bouchons, donc, il y a une dimension un peu symbolique en termes de masse, il y a 80% de ces 100 tonnes qui proviennent directement de la poubelle jaune des habitants du 93. Et donc là, on quitte les écoles et les bouchons, on va plus du côté du Sictum et de Paprec. Et en fait, on est venu se raccrocher à des acteurs qui étaient déjà présents dans la région pour essayer de leur dire où vont les déchets des habitants du 93 qui sont mis dans la poubelle jaune. Et ils nous ont dit ça va au centre de tri de Nanterre et ensuite ça part chez Paprec, etc. Et on a pu engager nos partenaires autour de ce projet. Et aujourd'hui, les 8000 sièges qui sont Porte de la Chapelle, ils sont réalisés à partir de déchets de la poubelle jaune des alentours. Et donc ça, pour nous, c'est vraiment d'un côté de la sensibilisation, de l'autre côté, la preuve qu'on peut faire de l'économie circulaire territoriale à grande échelle. Exactement. Et maintenant, c'est un tremplin pour nous et on espère faire pas mal de choses ailleurs aussi. Et surtout dans un territoire comme les nôtres. Un petit mot donc, pour terminer notre tour de table, Lucas Fensilver, parce qu'effectivement vous évoquiez en début d'intervention qu'il y avait des sujets très concrets, je veux dire, pour Toyota, notamment sur des... Alors là, pareil, on parlait de preuve de concept. Alors la preuve de concept chez Toyota, elle est faite depuis un petit moment, notamment autour de l'hydrogène. Mais qu'est-ce que malgré tout, très concrètement, finalement, on a des exemples de petites et de moyennes entreprises. Qu'est-ce que concrètement une très grande entreprise comme la vôtre peut mettre en place aussi de manière très opérationnelle, très concrète finalement, là, lors de ces périodes de Jeux Olympiques et Paralympiques? Alors tout d'abord, c'est une flotte, donc il y aura 3600 véhicules, une flotte 100% électrifiée, il y aura de l'hybride évidemment, de l'hybride rechargeable, de l'hydrogène, je l'ai dit, il y aura aussi toute une partie qui est, si vous voulez, les services de mobilité, parce qu'un constructeur mondial doit évoluer vers demain l'autopartage, le covoiturage. Donc en fait, ces jeux, ce sera aussi l'occasion déjà de montrer qu'on sait faire, mais aussi d'avoir un retour d'expérience, notamment à tous les endroits. On ne peut pas rouler habituellement, c'est-à-dire on ne peut pas rouler sur la route avec pas mal de solutions, mais dans les villages olympiques, sur les sites des épreuves, on va pouvoir expérimenter avec des dérogations offertes par le ministère des Transports
tout un panel de solutions. Et ça, évidemment, c'est un retour d'expérience qu'on ne pourrait pas avoir sans l'épreuve des jeux. Qu'est-ce qui va rester, puisque c'est aussi le sujet de nos échanges ce soir, qu'est-ce qui va rester après, justement? En quoi, finalement, ces expérimentations, ces innovations, elles peuvent finalement avoir une vie industrielle et commerciale, entre guillemets, dans les prochaines années, grâce à ces expérimentations des JOP? Alors, ce qu'on a de confirmé pour l'instant, c'est le passage donc, du consortium i7Co de voitures hydrogène à 1500 véhicules contre 600 aujourd'hui. Donc là, ça va être le plus grand écosystème de taxis hydrogène d'Europe. Ouais. Et aussi des APM qui sont des petites navettes, APM pour Accessible People Mover, qui sont des petites navettes dans lesquelles on peut rentrer avec des fauteuils roulants jusqu'à 8 personnes, une petite navette électrique. Et donc ça, ce sera redispatché à des services pour les personnes en situation de handicap dans la région parisienne. Et ensuite, on travaille dur pour trouver des débouchés à toutes nos solutions, mais c'est vrai que ça, c'est un des points les plus difficiles d'un événement aussi international que les JO pour ensuite retrouver un débouché. Et on aura des annonces au compte-gouttes, mais pour l'instant, je peux vous annoncer que c'est deux points. L'art du teasing by Toyota. Merci, merci beaucoup. Peut-être, allez, il nous reste 1 minute, et donc je vous propose peut-être en 10 secondes chacun, vraiment top chrono, un peu en guise de conclusion, entre guillemets, peut-être que vous puissiez nous dire finalement ce que la région francilienne et cet événement vous apporte peut-être de plus que si on avait des JOP dans d'autres 2024 dans une autre métropole. C'est quoi la francilienne touch, si je puis dire, grâce à travers vos innovations, grâce à cet événement? Issam, pour démarrer? Alors, question assez compliquée. Non, je pense que ce qu'apporte la région, ça a été déjà cité, ça apporte le premier point, pour moi, c'est l'innovation, un accès très simple à l'innovation et à la recherche. Qui est dans ça, c'est la valeur ajoutée. Ouais, qui est dans une technologie comme la nôtre, autonome, il est très nécessaire. Lucas Fensilber. Je dirais que c'est la logique d'écosystème. Ça peut être dit avant, i7Co, sans nos partenaires et sans l'aide de la mairie de Paris et de la région de France, ça n'aurait jamais pu sortir de terre. Voilà, ça c'est le point le plus important pour nous. Gavin. Nous, on a beaucoup surfé sur le networking, sur la mise en relation. Il y a normalement un projet de démonstration, c'est 100 de tonnes. Là, on a réussi à partir sur quelque chose de 6000 tonnes parce qu'on a multiplié les échanges et on a réussi à accélérer beaucoup plus rapidement que ce qu'on aurait pu faire si on était tout seul. Marius, pour terminer. Oui, j'en ai pas parlé du tout, mais l'accompagnement de la région Île-de-France, il a été incroyable pour nous depuis le démarrage. Et pour passer du four à pizza à une usine qui tourne en 3.8 au standard automobile, ça s'est pas fait naturellement. On a eu la chance d'être soutenu à chaque étape de développement par la région Île-de-France, par l'ADEME, par la BPI. Et on a réussi à faire de l'innovation industrielle en région Île-de-France. Et je pense qu'on parle beaucoup de tech. Oui. Nous, dès le démarrage de l'entreprise, on a eu des relais et on a été soutenu pour pouvoir en fait continuer de nous développer sans rupture, justement par rapport à ces ambitions. Donc vraiment une superbe opportunité pour nous.